Good Morning Business, l'édito. Sur la table, ce qui est mis, Jean-Marc Daniel, c'est l'idée de taxer tout au long de la vie. Est-ce que c'est là où il faut bifurquer ? J'ai trouvé ce rapport à la fois très intéressant et puis très inquiétant. Vous savez, dès qu'on a un rapport de nos dirigeants et de nos fonctionnaires où il y a les mots fiscalité et inégalité, c'est qu'à la fin, vous avez une embuscade sado-fiscaliste. On va augmenter les impôts. Alors le prétexte, c'est toujours le même, c'est la société est injuste et la justice passe par une augmentation d'impôts. En même temps, les chiffres qui sont effectivement, le bilan qui est fait des patrimoines des Français montre qu'effectivement, il y a eu sans doute l'accroissement des inégalités et effectivement une société d'héritiers au sens où on hérite de fortune familiale. Oui, alors je pense qu'il y a un vrai problème. Un problème d'abord dans la fiscalité sur le capital, dans lequel, à mon avis, il faudrait faire la distinction entre la détention du capital et la transmission du capital. Ouais. Or, dans les deux cas, la fiscalité est assez élevée. Hein. Les impôts sur les successions, les droits de succession, ça représente quand même 0,6% du PIB, ce qui fait que la France est un des pays où ils sont déjà les plus taxés. Oui, mais ce que dit le rapport, c'est qu'ils sont très faibles sur les descendants directs et qu'en revanche, tout pèse sur les successions entre niveau 2 et 3. Hein. Oui, absolument, oui. Mais je pense que ça n'a de sens, effectivement, d'alourdir ces droits que si on allège, en revanche, la fiscalité sur la détention du capital, sur les gens qui font fructifier le capital. Ouais. Et là aussi, les impôts sont assez lourds, puisque sur l'ensemble du capital, les impôts prélevés en France représentent 4% du PIB, et ça nous met de nouveau en tête des pays de l'OCDE. Donc, augmenter les droits de succession, augmenter les impôts sur la transmission, ça n'a de sens, à mon avis, que si on allège sur la détention. Et pour ce qui est de la transmission, je pense qu'un des problèmes, c'est non seulement la nature des sommes qui sont transmises, mais c'est l'âge auquel on reçoit ces héritages. Et donc, je rappelle qu'en 1820, au moment où on a commencé à tenir des statistiques chez les notaires, on héritait à 25 ans. Ah oui. Maintenant, on hérite entre 50 et 55 ans. Et donc, on peut penser qu'il faut favoriser simultanément les donations pour inciter cette transmission à se porter vers des gens qui, compte tenu de leur tranche d'âge, seront plus à même de valoriser et de faire fructifier le capital. Donc, je crois que l'enjeu, c'est d'avoir une réflexion, non seulement en termes d'inégalité, mais d'ailleurs, le rapport le dit, il y a aussi un problème d'efficacité économique. Et cette efficacité économique, pour moi, elle passe par une baisse de l'impôt sur la détention pour augmenter effectivement l'impôt sur les successions, l'impôt sur la transmission. Et puis, de favoriser cette transmission vers des tranches d'âge les plus jeunes. Alors après, je pense que ce sera un coup d'épée dans l'eau, parce que je rappelle quand même que dans ce pays, l'héritage, c'est un des symboles forts du contrat social. Toucher à l'héritage, c'est... Oui, mais le rapport dit que justement, on ment aux Français en n'étant pas transparent. C'est-à-dire que les Français sont très attachés à l'exonération de droits de succession, mais en fait, ils sont assez peu concernés dans leur globalité et en fait, ils ne se rendent pas compte que les fortunes les plus importantes sont celles qui bénéficient le plus de cette exemption. Oui, c'est ce que dit le rapport. Hein. Oui, non, mais le rapport a tout à fait raison. Mais quand vous regardez symboliquement, deux événements historiques un peu anciens maintenant, mais quand Pinet a lancé son grand emprunt pour être sûr que cet emprunt soit souscrit, il avait mis deux avantages. Le premier, il était indexé sur l'or, donc les Français restent attachés à l'or. Et le deuxième, l'exonération de droits de succession. Et donc, il y avait la formule célèbre. Toute personne qui était à l'agonie, qui était à l'article de la mort, on commençait par la mettre en Pinet avant de la mettre en bière. Et pareil, on transmettait son même chose son pour l'assurance vie aujourd'hui. Hein. Le CAE dit, c'est vraiment l'un des bugs, c'est qu'on exonère de succession l'assurance vie. Absolument. Et quand vous regardez... Vous êtes d'accord avec ça ou pas ? Oui, tout à fait. Je pense que... Est-ce qu'il faut changer la fiscalité sur les contrats d'assurance vie ? Oui, absolument. Je pense qu'effectivement, les contrats d'assurance vie ont été privilégiés parce que c'était un moyen de financer la dette publique. Et donc, l'État y avait son intérêt. Là, maintenant, on a de nouveaux outils. La modification du quantitative easing que le quantitative easing a apporté dans le financement de l'État fait qu'on a moins besoin de cette assurance vie. Et donc, réfléchir à ça en termes véritablement d'inégalité, de transmission de patrimoine, c'est important. La dernière remarque que je ferai, c'est que ces idées sont là sur le marché depuis la fin des années 70, puisqu'il y avait eu un rapport qui était un rapport lié à Blot, à messieurs Blot, Ventejol et Méraud sur la fiscalité du capital. Ils disaient qu'il faut augmenter les droits de succession pour exonérer. Et quand la gauche est arrivée en 81, alors que l'argumentation sur les inégalités était assez forte, elle a quand même voulu faire un impôt sur le capital plutôt qu'un impôt sur les transmissions. En tout cas, c'est un rapport qui est intéressant. Il est engagé. Il y a des propositions qui tranchent, mais il fait réfléchir. Absolument. Il est à la fois engagé, mais de qualité sur les données chiffrées et sur la démarche intellectuelle. Donc, exactement. Je pense effectivement que, hélas, il restera lettre morte, mais c'est un rapport qui pourrait être utile. C'est un beau rapport. Merci beaucoup, Jean-Marc Daniel, pour votre point de vue.